Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Susan Cain, La force des discrets. Avant de commencer, j'enregistre cette vidéo et elle sera publiée certainement entre Noël et le jour de l'an. Donc je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, plein de belles choses pour cette nouvelle année 2026. Écoutez, on va continuer nous là-dessus, sur cette belle lancée à se lire des bouquins à droite à gauche, de tout type, plutôt développement personnel, mais aussi un peu de roman, pourquoi pas. Donc j'espère que vous continuerez à me suivre, à me soutenir. Moi, je vous envoie plein de force pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne en commentaire. C'est fait pour ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. On commence le gros chapitre 3. Toutes les cultures ont-elles un idéal extraverti? Puisqu'on avait terminé le gros sous-chapitre, enfin le gros chapitre 2, qui est composé de plusieurs sous-chapitres, mais le gros chapitre 2 qui était l'impact de la biologie. Donc maintenant on fait le chapitre 3 et donc ce sera le sous-chapitre 8 qui s'appelle « Le pouvoir par la douceur ». On commence tout de suite. Avec de la douceur, on peut faire bouger le monde. Gandhi. C'est par une journée ensoleillée du printemps 2006 que je rencontre Mike Way, un jeune lycéen de 17 ans scolarisé près de Cupertino en Californie, afin qu'il me raconte son expérience en tant qu'étudiant américain d'origine asiatique. Il a l'accoutrement typique du jeune américain, treillis, blouson et casquette de baseball, mais son visage doux et sérieux ainsi que sa petite moustache clairsemée lui donnent plutôt l'air d'un philosophe en herbe. Il parle si bas que je dois me pencher pour l'entendre. En cours, je préfère écouter ce que dit le professeur et être bon élève, plutôt que le clown de la classe. Si crier et se faire remarquer en classe nuit à l'éducation que je reçois, je préfère éviter. Il raconte cela avec simplicité. Pourtant, il sait combien ce comportement est inhabituel, hors de la norme américaine. Il a hérité son attitude de ses parents, m'explique-t-il. À chaque fois qu'on me propose de sortir, je pense à mes parents et ça me donne la force de me remettre à la tâche. Mon père me répète que son travail à lui, c'est la programmation informatique et que le mien, c'est d'étudier. La mère de Mike lui a enseigné la même leçon, mais par l'exemple. Ancien professeur de mathématiques, elle a dû devenir employée de maison quand la famille a émigré en Amérique, et elle a mémorisé le vocabulaire anglais en faisant la vaisselle. Elle est très discrète et déterminée. C'est très chinois de poursuivre son éducation de cette manière. Ma mère a une force que tout le monde ne voit pas. Il est évident que les parents de Mike ont de quoi se féliciter. Leur fils vient d'être admis à la prestigieuse université de Stanford. C'est le genre d'élève sérieux et réfléchi qui ferait la fierté de n'importe quelle communauté. Pourtant, selon un article publié 6 mois plus tôt dans le Wall Street Journal, si les familles blanches quittent Cupertino en masse, c'est justement à cause de gamins comme Mike. Ce qu'ils fuient, ce sont les résultats optimaux et les habitudes de travail impressionnantes de nombreux étudiants d'origine asiatique. L'article rapportait que les parents avaient peur que leurs propres enfants ne suivent pas. Comme le résume un élève d'un lycée local, « Quand tu es asiatique, tu dois confirmer que tu es intelligent. Si tu es blanc, tu dois le prouver. » Néanmoins, l'article n'explorait pas les raisons qui sous-tendent ces brillantes performances scolaires. Et j'étais donc curieuse de savoir si les us et coutumes de cette ville reflétaient une culture exempte des pires excès de l'idéal extraverti, et si tel était le cas, l'effet que cela produirait. Je me rendis donc sur place. À première vue, Cupertino est la parfaite incarnation du rêve américain. Beaucoup d'immigrants asiatiques de première et deuxième génération y vivent paisiblement et travaillent dans la haute technologie. Le siège d'Apple Computer au 1 Infinite Loop est tout près, tout comme les bureaux de Google à Mountain View. L'immobilier y est très cher, mais les acheteurs pensent que cela vaut la peine si c'est pour permettre à leurs enfants d'intégrer le système scolaire public de la ville, réputé pour préparer ces éléments aux plus grandes écoles. D'après ce que je vois, dans les lycées locaux, les adolescents les plus respectés ne sont ni particulièrement sportifs, ni des boute-en-train. Ils sont au contraire studieux et parfois réservés. Ici, on est admiré quand on est intelligent, même si on est bizarre, m'informe Chris, un camarade de classe de Mike d'origine coréenne. Les plus intelligents ont en général plein d'amis, parce qu'ils peuvent aider les autres à travailler. La bibliothèque est à Cupertino, ce que le centre commercial ou le terrain de foot sont à d'autres villes. Le centre officieux de la vie collective. Jouer au football américain ou être pom-pom girl ne sont que des activités plus séduisantes. Notre équipe de foot est nulle, conclut Chris avec bonne humeur. Comme l'explique un professeur de robotique du lycée de Monta Vista, alors que dans la plupart des lycées il y a un groupe populaire qui tyrannise le reste, ici, les élèves de ce groupe ne prennent pas le pouvoir sur les autres. Ils sont bien trop centrés sur les études pour ça. C'est aussi l'avis de la conseillère pédagogique que j'interroge.
L'introversion n'est pas méprisée, elle est parfois même respectée et admirée. C'est bien vu d'être champion d'échecs et de jouer dans l'orchestre du lycée. Bien sûr, comme partout ailleurs, la population se répartit sur un axe introversion-extraversion, mais le centre de gravité en est comme décalé vers l'introversion. Nombreux sont les étudiants d'origine asiatique qui me racontent qu'ils passent leur été à réviser à la demande de leurs parents. Ils déclinent même les invitations à des anniversaires en juillet rien que pour pouvoir s'avancer sur le programme de maths pour la rentrée d'octobre. Je pense que ça fait partie de notre culture, acquiesce Tiffany Liao, une jeune fille d'origine taïwanaise admise à l'université de Swarthmore. Travaille et de bons résultats, ne fais pas de vagues. Chez nous, être réservé, c'est inné. Quand j'étais petite et qu'on était invité chez des amis de mes parents, si je n'avais pas envie de parler, j'emportais un livre. C'était un bouclier. Pourtant, ils disaient tous « Elle est tellement studieuse ». Et dans leur bouche, c'était un compliment. Difficile d'imaginer d'autres parents américains, en dehors de Cupertino, qui se réjouiraient que leur enfant lise dans son coin au lieu de rejoindre les autres autour du barbecue. Mais à la génération précédente, dans les pays d'Asie, on apprenait cette réserve dès l'enfance. Dans la majorité des classes de l'Est de l'Asie, le programme traditionnel met l'accent sur l'écoute, la lecture et la mémorisation. Parler n'est tout simplement pas une priorité et l'on en décourage toutes les velléités. Chez nous, l'enseignement est très différent, rapporte Hung Wenxing, une mère de Cupertino arrivée de Taïwan en 1979 pour faire sa scolarité à UCLA. Avec ses grands gestes et ses éclats de rire sonores, Hung est l'une des personnes les plus joviales et extraverties que j'ai rencontrées. Aussi est-ce révélateur qu'elle se rappelle bien le choc culturel qu'elle a ressenti en pénétrant pour la première fois dans une salle de classe à l'américaine. J'étais la silencieuse du groupe. À UCLA, le professeur commençait le cours en disant « Et si on discutait ?» Et je regardais mes camarades raconter n'importe quoi. Je me souviens que j'étais sidéré. On était en cours de linguistique et personne ne parlait de linguistique. Alors je me suis dit « Oh, en Amérique, du moment que tu te mets à parler, ça va pour toi. » Si Hung s'est retrouvé si désemparé par ce mode d'intervention en classe, il est probable que ses professeurs aient été tout aussi déboussolés par son silence. 20 ans après son arrivée aux États-Unis, le San Jose Mercury News fit paraître un article intitulé « Le choc des traditions, l'enseignement en Orient et en Occident », qui rendait compte du désarroi des professeurs devant la réticence des étudiants d'origine asiatique à s'exprimer à l'université en Californie. Un enseignant faisait état de la barrière de la déférence, dressée par les jeunes asiatiques envers leurs professeurs. Un autre proposait de noter la participation en classe pour obliger les plus discrets à se manifester. Dans l'enseignement chinois, on est censé faire profil bas parce qu'on a été précédé par de nombreux grands penseurs, explique un troisième. C'est l'éternel problème dans les classes à majorité asiatique. Cet article suscita des réactions passionnées dans la communauté américaine d'origine asiatique. Pour certains, les universitaires avaient raison de souhaiter que les étudiants asiatiques s'adaptent aux normes d'éducation occidentale. À cause de leur silence, les Américains d'origine asiatique se laissent marcher dessus, écrit un lecteur sur le site modelminority.com. Pour d'autres, on ne devrait pas forcer ses élèves à prendre la parole par conformisme. Peut-être qu'au lieu de les faire changer d'habitude, on pourrait apprendre à écouter leur silence, proposait Ijung Kim, psychologue spécialisé dans les questions culturelles à l'université de Stanford, suggérant ainsi que parler n'est pas toujours un acte positif. Comment se fait-il qu'asiatiques et occidentaux, en considérant la même salle de cours, voient des élèves pour les uns dire n'importe quoi et pour les autres participer en classe ? Une réponse possible provient d'une carte du monde conçue par le psychologue Robert McCrae. Elle s'appuie, dit-il, sur les traits de personnalité des populations et ses nuances de gris, du plus foncé pour l'extraversion au plus clair pour l'introversion, révèle un tableau tout à fait explicite. L'Asie est introvertie, l'Europe extravertie. Si sa carte avait aussi inclus les États-Unis, les Américains étant un des peuples les plus extravertis de la planète, cette partie aurait été gris foncé. La carte de McCrae peut apparaître comme un exercice de caricature culturelle. Regrouper des continents entiers par type de personnalité est un exemple de généralisation grossière. En outre, il ne rend pas compte des subtilités et des différences culturelles à l'échelle d'un pays ou d'une région. De même, décrire les Asiatiques comme une minorité modèle, même dite comme un compliment, est tout à fait obtus et condescendant. Ainsi en va-t-il de toute description qui réduit les individus à une série de caractéristiques, de groupes. Peut-être est-il également problématique de présenter Cupertino comme un incubateur de génie, même si cela paraît à première vue flatteur.
J'ai beau ne pas vouloir promouvoir les stéréotypes éthiques rigides, éluder totalement le sujet de la différence culturelle serait dommageable. Il y a trop d'aspects de la culture et des personnalités asiatiques dont le monde pourrait tirer des enseignements. Ces différences entre Occident et Orient font l'objet de recherches depuis des décennies et notamment d'études axées sur l'introversion et l'extraversion. Les psychologues, qui ne sont en général d'accord sur rien lorsqu'il s'agit de cataloguer la personnalité humaine, sont unanimes pour dire que ces traits de caractère sont fondamentaux et mesurables partout dans le monde. La plupart des travaux arrivent aux mêmes conclusions que la carte de McCrae. L'un d'eux compare des enfants de 8 à 10 ans à Shanghai et dans l'Ontario, au Canada, a révélé que les profils timides et sensibles étaient mis à l'écart par leurs semblables au Canada, mais faisaient des camarades de jeu très prisés en Chine, où ils étaient aussi plus prédisposés au rôle de meneur. Les enfants chinois sensibles et silencieux sont dangxi, c'est-à-dire compréhensifs, ce qui est vu comme une qualité. De même, les lycéens chinois disent préférer des amis humbles et altruistes, honnêtes et travailleurs, tandis que leurs homologues américains les apprécient joyeux, enthousiastes et sociables. Le contraste est frappant, résume Michael Harris-Band, psychologue spécialiste des différences interculturelles qui travaille sur la Chine. Les Américains mettent l'accent sur la sociabilité et favorisent les traits de caractère permettant une relation facile et joyeuse. Les Chinois, quant à eux, mettent l'accent sur des qualités plus profondes, sur les vertus et l'accomplissement moral. Dans une autre étude, on a demandé à des Américains d'origine asiatique et européenne de penser à voix haute tout en essayant de résoudre des problèmes. Il s'est avéré que ceux d'origine asiatique réussissaient beaucoup mieux quand on leur permettait de rester silencieux, alors que les autres avaient de bons résultats en passant par la vocalisation. Ces conclusions n'ont pas de quoi surprendre lorsqu'on est familier des attitudes traditionnelles face au langage. En Asie, il est utilisé exclusivement pour communiquer des informations essentielles. Le silence et l'introspection sont des signes de pensée profonde et de vérité supérieure. Les mots sont des armes potentiellement dangereuses et certaines choses doivent être tues. Ils peuvent blesser et attirer des ennuis. C'est ce que suggèrent ces quelques proverbes orientaux. Les vents rugissent, mais la montagne demeure immobile. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui ne parlent ne savent pas. Bien que je ne cherche pas à me protéger à une discipline de silence, vivre seul me pousse naturellement à m'abstenir des péchés du discours. Comparons-les maintenant à des proverbes occidentaux. Sois un artisan du discours afin de pouvoir être fort, car la force vient de la langue et le langage est plus puissant que tous les combats. Le discours est la civilisation. Le mot, même le plus contradictoire, préserve le contact. C'est le silence qui isole. La roue qui grince obtient l'huile. Quelques principes sous-tendent ces attitudes radicalement différentes. Peut-être en partie la haute estime dans laquelle les Asiatiques tiennent le savoir, particulièrement dans les pays de la ceinture confucéenne, Chine, Japon, Corée et Vietnam. Aujourd'hui encore, certains villages chinois arborent des statues d'étudiants ayant remporté le fameux examen Jinchi à l'ère de la dynastie Ming. Il est beaucoup plus aisé de décrocher pareille distinction si l'on passe ses étés à étudier. L'identité de groupe est un autre facteur décisif. Bon nombre de cultures asiatiques se fondent sur l'équipe, mais pas au sens où l'entendent les Occidentaux. En Asie, les individus se voient comme une partie d'un tout plus vaste, la famille, l'entreprise ou la communauté, et accordent une valeur énorme à l'harmonie dans le groupe. Ils subordonnent souvent leurs propres désirs aux intérêts collectifs, sans contester leur place au sein de sa hiérarchie. La culture occidentale, au contraire, s'articule autour de l'individu. Nous nous concevons comme des unités indépendantes. Notre destinée est de nous exprimer, de rechercher le bonheur suprême, d'être libérés des contraintes inutiles et d'accomplir ce à quoi nous sommes personnellement appelés en ce monde. Nous sommes des animaux grégaires, néanmoins nous ne nous soumettons pas à la volonté du troupeau, ou du moins nous n'en apprécions pas l'idée. Nous aimons et respectons nos parents sans toutefois aller jusqu'à la piété filiale qui implique contrainte et assujettissement. Par conséquent, il n'est pas étonnant que les Occidentaux valorisent l'aplomb et les talents verbaux, des attributs qui encouragent l'individualité, pendant que les Asiatiques s'attachent du prix au calme, à l'humilité et à la sensibilité qui favorisent la cohésion du groupe. Lorsque l'on vit dans un environnement collectif, tout se passe beaucoup plus harmonieusement si l'on se comporte de manière contenue, voire soumise.
Cette préférence a été explicitement prouvée lors d'une étude récente par IRM au cours de laquelle les chercheurs ont montré à 17 Américains et 17 Japonais des photos d'hommes en position de domination. Bras croisés, muscles saillants, jambes écartées et pieds bien plantés au sol, et en position de subordination. Épaules baissées, mains croisées devant l'entrejambe en signe de protection et jambes serrées. Ils ont constaté que les premières photos activaient le centre du plaisir dans le cerveau des Américains, alors que c'étaient les secondes qui provoquaient cet effet sur les Japonais. Du point de vue occidental, il peut être difficile de voir ce que se soumettre à la volonté des autres a de tellement séduisant. En outre, ce qu'un occidental considérera comme de la soumission ne sera souvent pour un asiatique que la politesse la plus élémentaire. Don Chen, l'étudiant américain d'origine asiatique que vous avez rencontré au chapitre 2, m'a parlé de l'époque où il partageait un appartement avec un groupe d'amis, eux aussi asiatiques, et son meilleur ami occidental, un gars doux et facile à vivre dont Don s'était dit qu'il s'intégrerait parfaitement à la bande. Les conflits étaient apparus dès l'instant où l'ami en question avait remarqué que les assiettes sales s'accumulaient dans l'évier et avait demandé à ses colocataires asiatiques de prendre en charge leur part de vaisselle. C'était là une plainte légitime, reconnaissait Don. Son ami pensait l'avoir formulée poliment et respectueusement. Mais les autres avaient vu les choses différemment. Pour eux, il s'était montré cassant et énervé. Dans ce genre de situation, m'expliquait Don, un Asiatique aurait mieux contrôlé le ton de sa voix. Il aurait exprimé son insatisfaction sous forme de question et non de requête ou d'exigence. Ou bien, il ne l'aurait même pas mentionné. Il aurait jugé que semer la discorde dans le groupe pour quelques assiettes sales n'en valait pas la peine. Ainsi, ce que les Occidentaux pourraient prendre pour de la déférence de la part des Asiatiques est en réalité un intérêt sincère pour la sensibilité d'autrui. Comme le fait remarquer le psychologue Harris Bond, plutôt que d'effacement, il faudrait parler d'une manière d'honorer la relation. Et ce comportement induit une dynamique sociale qui peut paraître insolite à un occidental. C'est du fait de cette coutume d'honorer la relation qu'au Japon, les troubles de l'anxiété, connus sous le nom de Tajin Kyofusho, prennent non pas la forme d'une crainte démesurée de se mettre dans l'embarras, comme c'est le cas aux États-Unis, mais d'une crainte d'embarrasser l'autre. C'est aussi grâce à ce respect de la relation que les moines tibétains trouvent la paix intérieure et, comme le montrent des scanners cérébraux des états de bonheur inouïs, en méditant paisiblement sur la compassion. Et c'est dans cette même perspective que les victimes d'Hiroshima se demandaient pardon les unes aux autres d'avoir survécu. On a beaucoup parlé de leur courtoisie, mais il reste toujours à évoquer leur cœur, rapporte l'essayiste Lydia Millet. « Je suis désolé, disait un homme dont la peau des bras partait en lambeaux. Je regrette d'être encore en vie alors que votre bébé ne l'est plus. Je te demande pardon, articulait un homme dont les lèvres étaient tellement gonflées qu'elles avaient la taille de 2 oranges, en se penchant vers un enfant qui sanglotait auprès de sa mère morte. Je suis désolé que ce ne soit pas moi qui ai été à sa place. Si ce respect chez les Asiatiques est beau et admirable, il en va de même pour l'attachement qu'ont les Occidentaux à la liberté individuelle, l'expression et le destin personnel. L'important n'est pas de prétendre que l'une de ces attitudes soit supérieure à l'autre, mais de comprendre que cette profonde différence des valeurs culturelles a un impact considérable sur les styles de personnalité adoptés par chaque culture. En Occident, nous souscrivons à l'idéal extraverti, alors que dans la majeure partie de l'Asie, du moins jusqu'à l'occidentalisation de ces dernières décennies, le silence est d'or. En outre, ces différences nous montrent que l'idéal extraverti n'est pas aussi sacro-saint qu'on l'on a pu le croire. De ce fait, si au fond de vous-même vous trouvez naturel que les audacieux et les sociables dominent les réservés et les sensibles, si vous pensez que l'idéal extraverti est inhérent à l'humanité même, la carte des personnalités de Robert McCrae suggère une toute autre vérité. Chaque façon d'être, silencieux ou bavard, prudent ou téméraire, inhibé ou débridé, est simplement caractéristique d'une civilisation puissante. L'ironie veut que parmi les gens qui ont le plus de mal à croire à cette vérité, il y ait des gamins d'origine asiatique de Cupertino. Une fois sortis de l'adolescence, quand ils quittent les confins de leur ville natale, ils se retrouvent catapultés dans un monde où, pour être populaire et réussir financièrement, il faut parler haut et fort. Ils finissent par vivre avec une double conscience, moitié asiatique, moitié américaine, dont les deux facettes se remettent mutuellement en question. Mike Way, l'élève de terminale qui me disait préférer étudier plutôt que de sortir, est l'illustration parfaite de cette ambivalence. À notre première rencontre, il était encore au lycée, bien au chaud dans son cocon de Cupertino.
On est tellement concentré sur les études, m'avait-il alors dit au sujet des Asiatiques en général, que la vie sociale ne tient pas une grande place dans notre personnalité. Lorsque je l'ai retrouvé l'automne suivant, il était en première année à Stanford, à seulement 20 minutes en voiture de Cupertino, mais aux antipodes de cette ville sur le plan démographique. Il paraissait déstabilisé. Nous nous étions donné rendez-vous à la terrasse d'un café et avions pris place non loin d'un groupe d'athlètes de la fac qui n'arrêtait pas d'éclater de rire. Mike les avait salués d'un signe de la tête. Ils étaient tous blancs. Pour lui, les Occidentaux craignaient moins d'être jugés sur ce qu'ils disaient et ne redoutaient pas que les autres les trouvaient trop braillards ou stupides. Il était frustré par la superficialité des conversations au réfectoire et par le déballage de conneries qui tenaient souvent lieu de débat lors des cours de travaux pratiques de la première année. Il passait la majeure partie de son temps libre avec d'autres Asiatiques, notamment parce qu'ils étaient aussi extravertis que lui. En présence des non-asiatiques, il avait le sentiment de devoir être en permanence surexcité, même si ce n'était pas fidèle à ce qu'il était. Dans ma résidence, sur 50, on est 4 asiatiques, ajouta-t-il. Je me sens plus à l'aise avec eux. Il y a aussi ce type, Brian. Il est du genre discret. Je vois bien qu'il a cette caractéristique des Asiatiques, cette espèce de timidité, et c'est pour cette raison que je me sens en confiance avec lui. J'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Je n'ai pas à faire des trucs sous prétexte de devoir avoir l'air cool. En revanche, dans des groupes plus nombreux où il n'y a pas d'Asiatiques, ou bien ça parle fort, où je me sens toujours obligé de jouer un rôle. Mike avait l'air de dédaigner les modes de communication occidentaux. Cependant, il admettait par ailleurs qu'il regrettait de temps en temps de ne pas être plus bravache ou désinhibé lui-même. « Ils sont plus à l'aise avec ce qu'ils sont », disait-il de ses camarades blancs. Les Asiatiques ne sont pas mal à l'aise avec ce qu'ils sont, mais avec le fait d'exprimer qui ils sont. Ici, dans un groupe, il y a toujours la pression de se comporter en extraverti. Quand ils ne se montrent pas à la hauteur, ça se lit sur leur tête. Alors qu'il me racontait les débordements d'un bizutage, j'ai compris qu'il n'était pas gêné pour ceux qui s'étaient ridiculisés. En réalité, il se montrait critique à son propre égard. Lorsque les gens font des choses de ce genre, il y a un moment où je me sens mal à l'aise. C'est la preuve de mes propres limites. Parfois, je trouve qu'ils valent mieux que moi. Mike se faisait renvoyer le même genre de message par ses professeurs. Quelques semaines après la rentrée, sa conseillère pédagogique, professeure à l'école de médecine de Stanford, reçut un groupe d'étudiants chez elle. Mike espérait faire bonne impression, pourtant il ne trouva rien à dire. Les autres semblaient n'avoir aucun problème à blaguer ou à poser des questions intelligentes. « Mike, tu m'as vraiment cassé les oreilles aujourd'hui », le taquina-t-elle au moment des au revoir. Il repartit penaud. « Ceux qui ne parlent pas sont considérés comme faibles ou demeurés », conclut-il avec regret. Néanmoins, ces sentiments n'étaient pas totalement nouveaux pour Mike. Il en avait eu un avant-goût dès le lycée. À Cupertino, on avait beau suivre une éthique quasi confucéenne du calme, de l'étude et du respect de la relation, on n'en était pas moins soumis à l'influence de l'idéal extraverti. Bien que profondément dévoués aux valeurs de leurs parents, les gamins de Cupertino semblaient diviser le monde en deux groupes, les Asiatiques traditionnels contre les Asiatiques superstars. Les premiers gardaient la tête baissée et faisaient leurs devoirs. Les seconds s'en sortaient bien en cours, mais savaient aussi blaguer en classe, défier leurs professeurs et se faire remarquer. Bon nombre d'étudiants essaient volontairement d'être plus extravertis que leurs parents, me renseigne Mike. Ils les trouvent trop réservés et ils tentent de compenser en étant eux-mêmes excessivement expansifs. Le glissement de valeurs se fait aussi sentir chez certains parents. Les parents asiatiques commencent à voir que ça ne paie pas d'être trop discret, alors ils encouragent leurs gosses à s'inscrire aux cours de rhétorique et de débat dont le but est de donner aux élèves l'opportunité de parler fort et de manière convaincante. Pourtant, la première fois que j'ai vu Mike à Cupertino, ses valeurs et sa perception de lui-même étaient quasiment intactes. Il avait conscience de ne pas faire partie des superstars asiatiques. Sur une échelle de 1 à 10, il estimait sa propre popularité à 4, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir l'air bien dans sa peau. « Je préfère traîner avec des gens qui ont une personnalité plus authentique », m'avait-il dit à l'époque. Du coup, j'ai tendance à rencontrer des gens plutôt discrets. C'est difficile d'être sans cesse surexcité quand en même temps on essaie de faire preuve de sagesse. Il est évident que Mike a eu de la chance de profiter aussi longtemps du cocon de Cupertino. Les jeunes Américains d'origine asiatique, grandissant dans des communautés plus typiquement américaines, sont en général confrontés bien plus tôt aux problèmes que Mike n'a aperçus qu'en première année de fac.
Une étude comparant les adolescents américains d'ascendance européenne aux sino-américaines de deuxième génération sur une période de 5 ans révéla que les sujets d'origine chinoise étaient nettement plus introvertis que leurs homologues américains durant toute leur adolescence et le payaient de leur amour-propre. Si à 12 ans, les Américains d'origine chinoise introvertis se sentaient parfaitement bien dans leur peau, sans doute parce qu'ils se jaugeaient toujours selon le système de valeurs traditionnel de leurs parents, à l'âge de 17 ans, ayant été plus exposés à l'idéal extraverti américain, ils souffraient d'une grave dégradation de l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes. Pour les jeunes d'origine asiatique, le prix de cette difficulté à s'intégrer, c'est le malaise social. Mais une fois adulte, le préjudice est parfois même matériel, comme l'explique le journaliste Nicolas Lemann qui, pour son livre de Big Test, a interrogé un groupe d'Américains d'origine asiatique sur le sujet de la méritocratie. Le sentiment qui émerge toujours, c'est que la méritocratie s'arrête le jour du bac. À partir de ce moment-là, les Asiatiques se retrouvent derrière parce qu'ils n'ont pas le style culturel pour foncer. Ils sont trop passifs, pas assez rentre-dedans. À Cupertino, j'ai moi-même fait connaissance avec des gens aux prises avec ce problème. Une femme nantie au foyer m'a confié que tous les maris de son cercle social avaient récemment accepté des postes en Chine et faisaient désormais la navette entre Cupertino et Shanghai, en partie parce que leur discrétion les empêchait de grimper sur l'échelle sociale américaine. Dans le même esprit, un ingénieur en informatique me raconta combien il se sentait oublié au bureau en comparaison de ses collègues. Si je pouvais m'améliorer en communication, regrettait-il, mes efforts seraient beaucoup mieux reconnus. Mon supérieur m'apprécie, et cependant, il ne sait pas pour autant le travail extraordinaire que je fais. Il me confia ensuite avoir cherché des cours d'extraversion à l'américaine et avoir trouvé ceux de Preston Ni, un professeur en communication d'origine taïwanaise. À l'école de Foothills, à la sortie de Cupertino, Ni anime des séminaires intitulés « Les clés de la communication pour les professionnels d'origine étrangère » dont un groupe local pro-extraversion vantait les mérites sur Internet. Par curiosité, je me suis donc inscrite à l'un des cours et me suis retrouvé un samedi matin dans une salle moderne et austère au milieu d'une quinzaine d'autres élèves, dont beaucoup d'origine asiatique et certains venant d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud. Le professeur Ni, un homme à l'allure joviale, en costume classique et cravate dorée à motif de cascade, commença le cours en nous faisant une présentation de la culture américaine des affaires. Il nous mit en garde en nous disant qu'aux États-Unis, si l'on voulait progresser, il fallait de la forme tout autant que du fond. Et ce n'était peut-être pas juste ni le meilleur moyen de jauger la valeur réelle d'une personne, néanmoins sans charisme, même la personne la plus brillante au monde ne se fera pas respecter pour autant. Ni souligne que c'est une culture très différente des autres. En Chine, lorsqu'un dirigeant communiste prononce un discours, il ne le lit même pas sur un prompteur, il se contente du papier. Si c'est lui le chef, tout le monde doit l'écouter. Ni fit appel à des volontaires et choisit Raj afin que celui-ci s'avance. Âgé d'environ 25 ans, Raj était indien, concepteur de logiciels dans une entreprise de Fortune 500. Il portait l'uniforme décontracté de la Silicon Valley, chemise et pantalon en toile beige, pourtant ses postures étaient plutôt celles d'un homme sur la défensive. Il se tenait debout, les bras croisés sur sa poitrine comme un bouclier, et frottait ses semelles au sol. Plus tôt dans la matinée, nous avions fait un tour de table pour nous présenter et, depuis sa chaise au dernier rang, il nous avait appris d'une voix chevrotante qu'il était là pour apprendre à avoir plus de conversation et à s'ouvrir aux autres. Le professeur Ni demande à Raj de dire au groupe quel projet il avait pour la fin du week-end. « Je vais dîner avec un ami », répondit-il d'une voix à peine audible en regardant fixement son interlocuteur. « Et peut-être que demain j'irai faire de la randonnée. » Ni le fit recommencer. « Je vais dîner avec un ami », répéta Raj, « et peut-être que faire de la randonnée. » L'impression que j'ai en vous regardant, intervint le professeur d'une voix douce, c'est que je pourrais vous confier à une grosse somme de travail sans avoir à faire attention à vous. Rappelez-vous que dans la Silicon Valley, même la personne la plus intelligente et la plus compétente ne sera pas appréciée à sa juste valeur si elle n'est pas capable de s'exprimer autrement que par son travail. De nombreux professionnels d'origine étrangère en font l'expérience. Ils deviennent des employés modèles, mais pas des leaders. Tous les membres opinèrent du chef d'un air compatissant. Cependant, il existe un moyen d'être vous-même, poursuivit Ni, et de mieux faire apparaître votre personnalité à travers votre voix. Souvent, les Asiatiques ne se servent que d'une petite partie de leurs muscles lorsqu'ils parlent. Nous allons donc commencer par travailler sur sa respiration. Sur ces bonnes paroles, il invita Raj à s'allonger sur le dos et à énoncer à voix haute les 5 premières voyelles. A, E, I, O, U, chanta la voix de Raj.
AEIOU, jusqu'au moment où le professeur estima que son élève était prêt à retenter l'expérience. Il lui proposa donc de se relever. Maintenant, dites-nous ce que vous avez prévu d'intéressant après ce cours, l'encouragea-t-il en frappant dans ses mains pour le motiver. Ce soir, je vais dîner chez un ami et demain, j'irai faire de la randonnée avec un autre. La voix de Raj avait gagné en puissance et tout le groupe l'applaudit avec enthousiasme. Ni lui-même est un exemple parfait de ce à quoi on peut arriver avec du travail. Après l'atelier, je lui ai rendu visite dans son bureau et il m'a décrit combien il était timide à son arrivée aux États-Unis. Tout seul, il s'était entraîné à jouer les extravertis aussi bien en colonie de vacances qu'en école de commerce et cela avait fini par payer. Aujourd'hui, il dirige cette entreprise de conseil florissante et compte parmi ses clients Yahoo, Visa ou encore Microsoft. Il y enseigne des compétences que lui a eu tant de mal à acquérir. C'est quand il s'est mis à parler du concept asiatique de pouvoir par la douceur, ce qu'il appelait diriger par l'eau au lieu du feu, que j'ai commencé à voir qu'il n'était pas tant impressionné par les modes de communication occidentaux que cela. Dans les cultures d'Asie, précise Annie, il y a souvent une manière subtile d'obtenir ce que l'on veut. Ce n'est pas toujours agressif, mais il y a beaucoup de détermination et d'habileté. Et en fin de compte, on peut accomplir beaucoup de cette façon. Avec la méthode agressive, l'autre est assommé, avec le pouvoir par la douceur, il est conquis. Je lui ai alors demandé des exemples concrets de ce pouvoir par la douceur. Ses yeux se sont mis à briller et il m'a cité des clients à lui dont la force reposait dans leurs idées et dans leur cœur. Pour la majorité, ils étaient organisateurs de groupes de personnes, des collectifs de femmes, des rassemblements divers qui avaient réussi à rallier les foules à leur cause plutôt par la conviction que par le dynamisme. Il évoqua aussi des structures comme celle des mères contre l'alcool au volant, montrant qu'une poignée de gens peut changer des vies non pas par la puissance de leur charisme, mais par leur attention à l'autre. Leurs compétences en communication suffisent alors à laisser passer leur message. Cependant, leur force réelle provient du fond. À long terme, concluait Ni, si l'idée est bonne, les gens finiront par bouger. Si la cause est juste et qu'on y met tout son cœur, c'est presque une loi universelle. On attirera des gens qui voudront la partager. Le pouvoir par la douceur, c'est la persévérance tranquille. Les gens dont je vous parle sont très persévérants, chaque jour et dans chacune de leurs relations à l'autre. C'est ainsi qu'ils réussissent à fonder une équipe. Et à travers l'histoire, de cette manière d'être a été défendue par des figures admirées. Mère Teresa, Bouddha, Gandhi. Lorsque j'avais demandé à tous les lycéens de Cupertino que j'ai rencontrés de me nommer un personnage qu'ils admiraient, la grande majorité avait justement mentionné Gandhi. Qu'y avait-il dans cet homme qui les inspirait tant ? À en croire son autobiographie, Gandhi était un homme de nature timide et discrète. Enfant, il avait peur de tout, des voleurs, des fantômes, des serpents, du noir et surtout des autres. Il s'immergeait dans des livres et rentrait chez lui en courant après l'école, par crainte de devoir parler à qui que ce soit. Même des années plus tard, quand il fut élu à son premier poste à responsabilité en tant que membre du comité exclusif de la Société végétarienne, il participait à toutes les réunions sans pour autant oser ouvrir la bouche. Si un différend politique éclatait au sein du comité, Gandhi avait des opinions fermes, mais il avait trop peur de les dire. Il écrivait tout dans l'espoir de pouvoir lire ses notes à la prochaine réunion, en vain. Avec le temps, il apprit à domestiquer sa timidité tout en évitant d'avoir à prononcer des discours. Cette timidité s'accompagnait néanmoins d'une force unique, que l'on comprend mieux en se penchant sur des aspects moins connus de sa vie. Jeune homme, il décida d'aller vivre en Angleterre pour apprendre le droit, et cela contre l'avis des dirigeants de sa caste. Il était interdit aux membres de celle-ci de manger de la viande et les dirigeants pensaient que le végétarisme était impossible en Angleterre. Sûr de tenir ses engagements, Gandhi partit tout de même et la sanction ne tarda pas. Il fut excommunié, jugement qui resta actif même à son retour en Inde, quelques années plus tard, avec les perspectives de réussite d'un jeune avocat parlant anglais. La communauté était divisée à son sujet. Il lui était interdit de manger ou de boire chez des membres de la caste, y compris sa propre sœur et ses beaux-parents. Gandhi ne se battit pas pour se faire réintégrer car il savait que cela appellerait à des représailles. Il se soumit à la sentence et demeura à distance, même de sa propre famille qui proposait de l'héberger en secret. Que se passa-t-il ? Non seulement personne ne lui chercha plus d'ennui, mais les membres de sa caste, dont ceux-là même qui l'avaient excommunié, l'aidèrent ensuite dans son combat politique sans rien attendre en retour. Ils le traitèrent avec affection et générosité. Ma conviction, écrivit Gandhi plus tard, c'est que toutes ces bonnes choses sont dues au fait que je n'ai pas résisté. Cette démarche, la décision d'accepter ce qu'un autre homme aurait contesté, se répéta à maintes reprises dans sa vie.
Il rencontra de nombreuses contrariétés, notamment en Afrique du Sud, où il postula au barreau, où il fut victime de discrimination. Cependant, il ne laissa rien voir de ses sentiments profonds. Lorsque vint le jour de prêter serment, le président de la cour exigea de lui qu'il retire son turban. C'est alors que Gandhi rencontra ses vraies limites. Il savait que dans ce cas, la résistance serait justifiée, mais il lui importait de choisir ses combats. Aussi s'exécuta-t-il. Ses amis en furent contrariés et lui reprochèrent d'être faible, de ne pas avoir défendu ses convictions. Gandhi, lui, avait le sentiment d'avoir appris à apprécier la beauté du compromis. Si je relatais ces histoires sans les associer au nom de Gandhi, elles le feraient passer pour un homme profondément passif. Et en Occident, ce synonyme de soumis est une transgression. Gandhi lui-même rejetait l'expression de résistance passive qu'il associait à la faiblesse, et lui préférait le terme satyagraha, qu'il avait inventé pour signifier la fermeté dans la quête de vérité. Comme l'implique ce néologisme, la passivité de Gandhi consistait en réalité à se concentrer sur un but ultime et à refuser de disperser son énergie dans des escarmouches. Pour lui, la modération était l'un de ses plus grands atouts, et elle découlait de sa timidité. J'ai acquis l'habitude naturelle de retenir mes pensées. Il est très rare qu'un mot inconsidéré m'échappe, que ce soit en parlant ou en écrivant. L'expérience m'a enseigné que le silence faisait partie de la discipline spirituelle de l'adepte fervent de la vérité. Il y a tant de gens impatients de parler. On ne peut pas dire que tout ce verbiage apporte un bénéfice quelconque au monde. C'est une telle perte de temps. Ma timidité, en réalité, c'est mon bouclier et mon garde-fou. Elle m'a permis de grandir. Elle m'a aidé à discerner la vérité. Le pouvoir par la douceur ne se limite pas à des éminences morales comme Gandhi. Penchons-nous par exemple sur les prodigieux résultats des Asiatiques dans des domaines tels que les maths et les sciences. Le professeur Ni définit le pouvoir par la douceur comme une persévérance tranquille, et ce trait de caractère est au cœur aussi bien de l'excellence scolaire que des triomphes politiques de Gandhi. En effet, cette persévérance nécessite une attention soutenue qui jugule les réactions aux stimuli extérieurs. L'examen TIMSS, TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, est un test de connaissances commun proposé tous les 4 ans à tous les établissements et donc à des enfants du monde entier. Après chaque épreuve, les chercheurs décortiquent les résultats et comparent les performances des élèves de différents pays. Les pays asiatiques tels que la Corée, Singapour, le Japon et Taïwan se classent systématiquement au sommet de la liste. En 2007, lorsque les chercheurs mesurèrent combien d'élèves par pays obtenaient l'Advanced International Benchmark, un vrai titre de superstar pour les étudiants en maths, ils découvrirent que la plupart des meilleurs sont concentrés dans une petite poignée de pays asiatiques. Environ 40% des élèves de CE2 de Singapour et de Hong Kong atteignaient ou dépassaient le score nécessaire à ce titre et environ 40 à 45% des élèves de 5e de Taïwan, de Corée, de Singapour également. Dans le monde, le pourcentage moyen d'élèves atteignant ce niveau est de seulement 5% en CE2 et 2% en 5e. Comment expliquer ce fossé vertigineux entre l'Asie et le reste du monde ? La nature même du TIMSS peut sans doute nous renseigner. Les élèves passant l'examen doivent aussi répondre à une fastidieuse série de questions sur eux. Le questionnaire est long à remplir et sachant que cela n'a pas d'influence sur le résultat final, bon nombre de candidats laissent beaucoup de questions en blanc. Pour aller jusqu'au bout, il faut être vraiment persévérant, et il se trouve que les nations dont les élèves remplissent une plus grande partie du questionnaire obtiennent de meilleurs résultats au TIMSS. Autrement dit, les excellents élèves semblent posséder non seulement les compétences cognitives pour résoudre des problèmes de maths et de sciences, mais aussi une caractéristique intéressante, la persévérance tranquille. D'autres études ont aussi révélé des degrés de persévérance inhabituels chez les tout jeunes enfants asiatiques. Si l'on soumet à des enfants de CP japonais une part et les Américains d'autre part, un casse-tête insoluble qu'ils doivent tenter de résoudre dans la solitude sans l'aide d'autres enfants ou d'un professeur, et que l'on en compare combien de temps ils essaient avant d'abandonner, il se trouve que les petits japonais passent en moyenne 13,93 minutes sur le jeu avant de baisser les bras, alors que les petits américains se découragent au bout de 9 minutes 47. Moins de 27% des élèves américains tiennent aussi longtemps que la moyenne des japonais et seulement 10% des élèves japonais s'arrêtent aussi vite que la moyenne des américains. La psychologue responsable de cette étude attribue ces résultats à la qualité de persévérance des japonais. La persévérance tranquille dont font preuve de nombreux Asiatiques et Américains d'origine asiatique ne se limite pas au champ des maths et de la science.
Plusieurs années après ma première visite à Cupertino, j'ai retrouvé Tiffany Liao, la petite fille que ses parents félicitaient de lire en public. Depuis notre dernière rencontre, la fillette effacée et craintive était devenue une battante qui avait étudié en Espagne. Elle était en passe de réaliser son rêve et de devenir journaliste. Elle se disait toujours timide, mais elle éprouvait moins de difficulté à prendre la parole. Pour elle, le pouvoir par la douceur, cela signifiait écouter attentivement, prendre des notes détaillées et préparer à fond ses interventions. Tiffany avait fini par acquérir la puissance des discrets. La première fois que j'avais rencontré Mike Way, l'étudiant de Stanford qui regrettait de ne pas être aussi décomplexé que ses camarades, il m'avait affirmé qu'un leader discret, ça n'existait pas. Comment faire savoir aux gens que vous avez de la conviction si vous ne le dites pas haut et fort m'avait-il interrogé. Je lui avais assuré que la réalité était différente. Pourtant, lui-même incarnait tellement bien cette conviction discrète en affirmant l'incapacité des personnes calmes à communiquer leurs convictions, il n'en démordait pas que j'avais fini par me demander si au fond il n'avait pas raison. Cela, c'était avant d'entendre le professeur Ni parler du pouvoir par la douceur pratiqué par les Asiatiques, avant de lire les mots de Gandhi sur le Satyagraha et avant d'admirer la brillante carrière de journaliste qui s'ouvrait devant Tiffany. La conviction reste la conviction, m'ont appris ces gamins de Cupertino, quel que soit le niveau de décibels auquel on l'exprime. Et nous arrivons au terme de cette lecture, de ce sous-chapitre, pardon. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas au niveau de la qualité du son. J'ai changé d'ordinateur, j'ai rebranché le même micro. Mais forcément, je fais des coupures dans la,